Bienvenue dans le débat sur France 24. Le Burkina Faso, toujours sous le choc 2 jours après l'attaque terroriste à Solane, dans le nord du pays. Attaque la plus meurtrière depuis plus de 5 ans. Elle a fait 160 morts, parmi les victimes une vingtaine d'enfants. Un deuil de 3 jours a été décrété dans le village par le président Kadoré. Cette attaque a eu lieu dans la zone dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une zone régulièrement ciblée par des assauts de djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique. La France se dit déterminée à poursuivre le combat contre le terrorisme au Sahel. Face à la fréquence des attaques terroristes, les États sont-ils impuissants? Que veut faire la France? Et finalement, quid de la communauté internationale alors qu'une nouvelle guerre froide s'installe en Afrique? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nyagale Bagayoko. Bonsoir. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Vous avez coécrit l'année dernière un texte intitulé « Sahel, ce qui doit changer ». C'est un ensemble de préconisations concernant la gestion notamment de la crise au Burkina Faso. Donc c'est notre sujet. Bienvenue à vous et bonjour. Vincent Hugeux va nous rejoindre dans quelques minutes. Il sera là dans une dizaine de minutes. Grand reporter, également auteur de Tyran d'Afrique et de Reine d'Afrique. Avec nous par Skype, Michel Goya, bonjour. Historien militaire, ancien colonel de l'armée de terre. Bienvenue bonjour. À vous. Et également Thomas Gassillou, bonjour, député de la majorité Agir Ensemble, membre de la Commission de la Défense nationale et des armées. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonsoir. Avant d'en débattre, je vous propose de faire un point sur la situation des djihadistes présents au Sahel. Il y a 2 organisations essentielles, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, un groupe affilié à Al-Qaïda, et l'organisation de l'État islamique au Grand Sahara. C'est signé Mounia Kassem. Ce sont les 2 principales organisations djihadistes actives au Sahel. D'un côté, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, aussi appelé JNIM. À sa tête, le chef de guerre touareg, Iyad Agrali. Le Malien crée plusieurs mouvements de rébellion avant de se radicaliser et fonder Ansar Dine en 2012. 5 ans plus tard, il chapeaute la fusion de 4 groupes djihadistes maliens, tous prêtent à leur allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique. La zone d'opération du GSIM se situe notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Le groupe terroriste dispose par ailleurs d'un savoir-faire militaire important. C'est à ce jour l'ennemi le plus dangereux pour la force Barkhane, pour les forces internationales et pour le Mali. Mais ce n'est pas le seul ennemi présent dans la région. Le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, y est aussi implanté. Il provient principalement de la scission en 2015 du groupe terroriste El Morabitoun. Le djihadiste Abou Walid El-Sahraoui décide alors de faire allégeance à l'État islamique. La zone d'influence de l'IGS se situe sur la zone des 3 frontières. La différence principale entre les 2 groupes, c'est qu'on a un groupe qui est implanté localement, avec un commandement local et qui fait de la politique. Là, on parle du JNIM, donc d'Al-Qaïda. En ce qui concerne l'État islamique, le commandement est étranger, il y a une implantation locale et ça ne fait pas de politique, ça ne négocie pas. Al-Qaïda contre État islamique, les 2 groupes se livrent une guerre fratricide sans merci. Les affrontements sont réguliers entre les combattants, faisant à chaque fois des dizaines de morts dans les rangs djihadistes, mais aussi parmi les civils. À ce jour, l'implantation locale du GSIM lui a permis de prendre l'avantage sur son rival, le IGS. Nyagale Bagayoko, est-ce que ces 2 organisations terroristes sont responsables de cette attaque terrible de ce week-end au Burkina ? Justement, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de savoir à qui attribuer cet horrible massacre, dans la mesure où la zone où il s'est produit est plutôt un espace où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est majoritairement implanté. Mais l'horreur dans la technique employée, le caractère massif du massacre, pointerait plutôt le doigt vers l'État islamique. Il y a plusieurs hypothèses, y compris celle selon laquelle le IGS aurait réussi, donc l'État islamique au Grand Sahara aurait réussi à pénétrer la zone contrôlée par le GSIM et aurait essayé de lui attribuer cette attaque. Mais il est tout à fait possible aussi que l'attaque provienne de combattants du GSIM qui se sont aussi rendus coupables de grandes violences, bien que dans des proportions bien moindres que ce qu'il en est pour l'État islamique. Vous vous dites c'est un carnage de plus ? Non, je ne dis pas c'est un carnage de plus, je dis c'est un carnage de trop. Parce que malheureusement, ce sont les civils qui, depuis le début de cette
crise paie le plus lourd tribut, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou que ce soit également au Niger. Aujourd'hui, la priorité absolue est de trouver un moyen de protéger les civils de toutes les formes de violence auxquelles ils sont exposés. 1,2 million de déplacés au Burkina, c'est tout de même énorme. Les populations fuient finalement ces violences. Absolument, elle les fuit également au Niger, hein, elle les fuit également à l'intérieur du Mali. On parle beaucoup de problèmes de migration, mais aujourd'hui, c'est vraiment la question des déplacés internes qui crée une urgence humanitaire particulièrement terrible. Urgence humanitaire. Michel Goya, qui sont vraiment ces terroristes et est-ce qu'il y a des ramifications entre ces différents groupes? Concurrence, rivalité, coopération? Oui, alors on parle du GSIM, mais le GSIM, c'est une confédération en réalité qui comprend AQMI, qui comprend en Sardine, donc c'est l'organisation Touareg, mais qui comprend aussi ce qu'on appelle la Katiba Massina, donc qui est implantée dans le centre du Mali, et d'autres groupes plus réduits. Et donc tout ça forme une confédération de groupes. Vous avez également un autre groupe qui est très présent au Burkina, qui est Ansarul Islam, donc qui est plus réduit, mais qui est également un acteur de la zone. Donc vous avez en réalité une multitude de groupes plus ou moins importants qui interviennent, qui se créent, qui se scindent, qui s'agglomèrent dans toute la région, ce qui rend d'ailleurs la gestion de ce conflit aussi très, très compliquée, sans parler. On n'a pas parlé, mais des groupes comme Boko Haram ou ISWAP, donc c'est État islamique dans le sud-ouest, sont également proches du Niger. Donc voilà, donc vous avez toute une galaxie de groupes qui, en soi, ne sont pas forcément très volumineux par leur nombre de combattants permanents. C'est quelques centaines à quelques milliers au grand maximum, mais qui ont une capacité de nuisance absolument considérable, au moins dans les zones rurales et plus particulièrement dans cette zone centrale qui va de ce qu'on appelle globalement les trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso et qui englobe, qui contrôle pratiquement de fait toutes les zones rurales dans cette région. Et comment sont-ils recrutés? Parce que vous parlez de nébuleuses, ces différents groupes qui manifestement ne se développent encore. Comment recrutent-ils? C'est tout un ensemble de facteurs en réalité. J'ai dit qu'ils n'étaient pas forcément très nombreux, mais ils ont une capacité de renouvellement qui est importante. Et c'est vraiment là la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut motiver des gens à rejoindre les rangs de ces organisations. Et puis là, on s'aperçoit que les raisons sont assez multiples, sont parfois idéologiques, vont rejoindre le djihad, puis elles sont aussi souvent très pragmatiques. Il s'agit d'être payé. Les particularités de ces organisations, c'est que les combattants sont réellement payés et souvent mieux que les armées régulières auxquelles ils font face. C'est par autodéfense parfois, c'est par vengeance. Enfin, vous avez toute une multitude de facteurs qui jouent. Alors, quand on combat ces organisations, bien sûr qu'il s'agit de combattre les combattants eux-mêmes. Mais il faut aussi agir sur ce qui fait que ces combattants existent réellement. Ils vont rejoindre ces groupes. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus compliqué en réalité et qui nous échappe, et en tout cas nous échappe largement, nous Français en tout cas. Thomas Gassillou, c'est une guerre asymétrique finalement à laquelle on assiste, des États face à des terroristes et des États qu'on trouve aujourd'hui pratiquement impuissants, en tout cas dépassés. Oui, on est dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la guerre asymétrique, sachant que les États sahéliens ne sont pas non plus dotés de moyens d'intervention conventionnels qu'on peut comparer, on va dire, aux moyens qui sont ceux des démocraties occidentales. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, ils sont dépassés, hein, ils ont besoin, on va dire, de la communauté internationale pour venir les aider. Ils ont besoin également de davantage de coordination entre eux. C'est pour ça qu'ils ont créé eux-mêmes le G5 Sahel. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en 2013, c'est bien à la demande des autorités maliennes que la France intervient. Et depuis lors, après avoir aidé le Mali à retrouver son intégrité territoriale,
notre objectif est vraiment de mettre la menace à portée des États locaux en continuant à les aider à progresser, en les accompagnant dans cette bataille. On va reparler justement du rôle de la France dans un petit moment. Niagalé Bagayoko, qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi ces attaques toujours dans cette même zone? Donc on parle de l'Est du Burkina. Manifestement, il y a des richesses. Alors, je ne pense pas que ce soit avant tout les richesses qui motivent ce type d'attaque. Ce qui est très important de mentionner, c'est que dans le village qui a été ciblé, il y avait un groupe de ce qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des civils qui ont été armés et encadrés militairement après avoir suivi une formation très brève de 14 jours pour servir de supplétif aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Une sorte de milice, en fait. Alors, on ne peut pas les qualifier de milices dans la mesure où elles ont une existence, ces groupes ont une existence légale. Ils sont en partie composés de membres de groupes d'autodéfense qui ne sont pas des milices non plus, hein, notamment les groupes Keogol ou Eogo, qui ont été, c'est important de le souligner, mis sur pied par les populations pour se défendre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces volontaires pour la défense de la patrie deviennent des cibles parce qu'il y a eu, malheureusement on l'a déjà oublié parce que les choses vont très vite, mais une attaque très similaire à Kodiel, dans l'est du Burkina Faso, qui ciblait également des VDP. Ils deviennent des cibles pourquoi? Ils deviennent des cibles d'abord parce que on veut les punir de coopérer ouvertement avec les forces de défense et de sécurité, et d'autre part parce qu'ils sont bien entendu beaucoup moins aguerris que ne le sont celles-ci. Donc c'est l'un des points faibles du dispositif qui a été déployé pour suppléer aux difficultés de maillage du territoire de l'appareil de défense et de sécurité étatique. Aux insuffisances de l'État lui-même. De l'État lui-même, absolument. J'imagine bien. Vincent, vous avez rejoint un petit peu en retard. Merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste, je voulais présenter votre livre. Je ne l'ai plus sous les yeux. Votre livre, donc le tout dernier. Tyran d'Afrique. Tyran d'Afrique, voilà, on va voir justement Tyran d'Afrique, je l'ai présenté au début de ce débat. Merci de nous avoir rejoints. On parle donc de ces attaques qui ont eu lieu une semaine après et 2 autres attaques dans cette même zone, à l'est du Burkina. Et justement, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on parlait justement de ces forces civiles qui ont été constituées justement pour protéger ces populations, manifestement qui sont maintenant visées par ces djihadistes. C'est une zone qui est particulièrement donc sujette à ces attaques, celle-ci. Alors c'est d'abord une zone rurale avec une densité démographique assez faible, zone enclavée avec une population très souvent pastorale et agricole. Si vous voulez, on est à la lisière de ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, qui est au fond un concept qu'on ne peut pas définir de manière étroite géographiquement, mais donc le confin Mali, Niger, Burkina Faso. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand vous avez comme ça des mobilisations de milices d'autodéfense, c'est très souvent le reflet de la faiblesse de l'armée régulière. Parce que le mot supplétif le dit bien. C'est-à-dire qu'on vient effectivement suppléer des défaillances de l'appareil militaire dit régulier. Il faut quand même savoir qu'à 15 km du site du carnage en question de Sol'An, vous avez un camp de base de l'armée burkinabé. Il faut savoir qu'à la mi-mai, le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Sy, est venu expliquer, accompagné d'une brochette de haut gradé de l'armée nationale, qu'au fond, eh bien, le retour à la normale était en train de se profiler. Et 3 jours plus tard, le Premier ministre du Burkina Faso, devant les députés, expliquait qu'en dépit de quelques dysfonctionnements auxquels on est en train de remédier, eh bien, les choses s'amélioraient. Non. Ce sont des zones qui sont totalement démunies. Et dernier point, mais ça c'est capital, parce que ce n'est pas propre au Burkina Faso, on le retrouve au Mali notamment, lorsque vous avez comme ça des milices, alors en plus 2 semaines de formation militaire, vous voyez le travail, 2 semaines, une Kalachnikov. 14 jours. Eh bien, vous attirez sur eux évidemment les représailles, et en plus il y a d'autres effets pervers. C'est que parfois viennent s'enrôler dans ces milices dites d'autodéfense des gens qui ont des comptes à régler, qui n'ont rien à voir avec l'essor du djihadisme, et que en plus, par rapport à la population civile, pleinement civile, comment faire la différence? Et donc, d'une certaine manière, le péril des représailles ravageuses, dévastatrices, telles que celles qu'on a vécues au Burkina récemment, eh bien, il s'étend à toute la population. Puisque dans la locomachie djihadiste, tout le monde est coupable, tout le monde est suspect.
Michel Goya, les armées locales, donc on le voit hein, au Mali, au Burkina, encore au Niger, est-ce qu'elles sont finalement impuissantes? Bah oui, pour répondre simplement, oui, c'est bien là le cœur du problème. La situation ne sera réglée, Niagale Bagayoko l'a expliqué, hein, véritablement que lorsqu'il y aura des forces locales, des armées régulières qui soient capables de protéger la population. C'est ça, c'est ce qu'on leur demande. Hein, et en fait, on en est encore très loin. Et c'est bien là un petit peu le cœur du problème. On a lancé l'opération Barkhane en 2014 avec comme concept, comme idée que les Français, la force Barkhane allait exercer une pression sur l'ennemi en attendant que des forces régulières locales se constituent et puissent prendre en réalité la relève. Et donc assure cette mission que j'évoquais de protection de la population. Or, cette relève, on l'attend toujours. On l'attend toujours parce que ces armées sont, sont touchées par de vrais problèmes structurels. Ce n'est pas simplement un problème de formation, c'est que voilà, globalement, ce sont des armées qui sont à l'image de leur État, c'est-à-dire des armées faibles, des armées qui sont globalement corrompues, où vous n'avez pas d'infrastructure administrative digne de ce nom, où les soldes sont payés aléatoirement, où souvent d'ailleurs, où ces militaires bénéficient aussi d'une grande impunité dans ce qu'ils font. Il n'y a pas un militaire malien qui a été mis en accusation pour quelconque exaction qui ont pu se commettre. Donc ils n'ont pas de compte à rendre. Parce que les États aussi ont peur de leurs armées, on le voit bien en Mali. Les États ont peur de leurs armées. Donc et c'est le problème fondamental, c'est des armées corrompues. Et ils ont peur de leur armée parce que si elles deviennent puissantes, il peut y avoir des coups d'État. C'est ça que vous voulez dire. Et il y en a ce qui s'est passé au Mali. Ben voilà, ou si simplement on essaie de les remettre un peu en cause, il y a un coup d'État. Derrière les coups d'État, derrière les motivations éventuellement politiques, il y a parfois aussi tout simplement des affaires personnelles. En 2012, le capitaine Sanogo, qui avait pris le pouvoir, était lui-même inquiété pour une affaire de bizutage qui avait très mal tourné dans le camp où il officiait quelque temps plus tôt. Et donc voilà, on ne touche pas aux militaires parce qu'on a peur d'eux. Et en même temps, ça arrive aussi dans les faits inverses, on leur donne relativement peu de moyens parce que avec ces moyens, ils pourraient provoquer un coup d'État. Et donc on se trouve toujours fondamentalement avec des armées qui sont faibles. Alors ça, c'est pas c'est pas un destin qui est forcément obligatoire. Hein. Il y a la Mauritanie de son côté a effectué des réformes relativement profondes de son armée, a une politique que l'on peut contester par ailleurs, mais qui a permis de sécuriser sa région, de sécuriser sa frontière, et la Mauritanie n'est plus un pays attaqué. Merci. Au Mali, on en est toujours au même point actuellement, au Burkina aussi d'ailleurs, au même point qu'il y a 8 ans en réalité, et on ne progresse pas beaucoup. Et c'est le cœur du problème, c'est-à-dire que nous, Français, nous arrivons un petit peu en limite de notre effort. Et derrière, rien n'a réellement changé. Rien n'a réellement changé. On va reparler justement du rôle de la France au Sahel dans une petite minute, après une courte pause. Restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré au terrorisme au Sahel. 2 jours après la terrible attaque dans le nord du Burkina Faso qui a fait 160 morts. Cette attaque a eu lieu dans la zone appelée zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une zone régulièrement ciblée par les assauts donc des djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique. La France se dit déterminée à poursuivre le combat contre le terrorisme au Sahel. Alors que peut-elle, que veut-elle faire? Et puis finalement, quid de la communauté internationale alors qu'une nouvelle guerre froide s'installe en Afrique? Je vais commencer avec vous,
Thomas Gassillou, puisque vous êtes très peu intervenu dans cette première partie. Tout d'abord, la France, justement, Barkhane, c'est 5100 soldats au Sahel. La France forme aussi. Elle a également cette mission de former les armées locales. Mais manifestement, ça ne fonctionne pas. Quel bilan vous pouvez en faire? Alors, déjà, il faut rappeler que 5100 soldats, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle d'un territoire qui est grand comme l'Europe, c'est finalement assez peu. Et donc, je pense que la France et la communauté internationale doivent déjà faire preuve d'humilité dans ce qu'elle est capable de produire, et notamment avec son outil militaire en tant que tel. Effectivement, l'Europe également est présente au travers de l'opération Takuba, au travers de l'opération EUTM pour former l'armée malienne, notamment, et d'autres pays. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'en complément de l'appui de la communauté internationale, ce sont les Sahéliens qui doivent trouver avant tout des solutions. Puisque ce qui se joue ici, c'est la capacité des autorités locales à apporter des solutions de nature politique pour redonner confiance, pour obtenir en tout cas la confiance de la population dans leur capacité à apporter les services de base, la sécurité, la justice, la santé. Si les djihadistes prospèrent autant, c'est bien parce qu'ils sont en substitution d'États défaillants, et finalement ils apportent des briques de sécurité, de justice, de santé, parfois d'école. Et donc, au bout de 8 ans, on est un peu au bout de ce que peut faire la solution militaire. Et donc, il faut qu'on travaille sur l'ensemble des piliers tels que définis à Pau, les 4 piliers définis à Pau. Et est-ce que c'est ce que fait la France, justement? Est-ce qu'elle participe véritablement au développement de ces différents pays, puisque c'est l'autre volet? Alors, effectivement, la France essaye d'être présente sur l'ensemble des piliers, et elle a beaucoup investi sur le pilier de la sécurité, que ce soit en intervention directe ou en appui des forces locales. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu peut-être de moins être exposé en direct, en première ligne, mais plutôt d'accompagner les forces locales à mener elles-mêmes le combat, en les appuyant du plus possible, avec les capacités qu'on a, notamment en termes de logistique, de renseignement. Et puis, il y a ce combat de long terme pour le développement, effectivement, qui mobilise également beaucoup l'Europe, et surtout de bonne gouvernance au travers de l'appui de ce que proposent les organisations africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, puisque pour que les populations aient confiance dans leurs autorités, il faut que celles-ci soient désignées de manière démocratique et transparente. Est-ce que ça veut dire que la France va retirer ses forces militaires du Sahel à un moment donné? Alors, la France n'a jamais caché qu'elle ne serait pas éternelle au Sahel. Il y avait déjà la question qui se posait à N'Djamena en début d'année du maintien du renfort capacitaire de 600 hommes. Et au bout de 8 ans, oui, on peut dire que le temps est venu sans doute d'une adaptation du dispositif pour sans doute être moins dans une opération militaire massive de contrôle de zone où les soldats français ont vocation à être en première ligne face aux terroristes, vers davantage une opération de coopération régionale qui finalement aurait 3 objectifs. Un, conserver une capacité d'action ponctuelle contre terroristes, donc notamment au travers de la force Sabre. 2, apporter des capacités de réassurance, notamment pour rassurer nos partenaires internationaux, la MINUSMA, les Européens, sur la capacité de remonter en puissance si toutefois une menace grave était avérée, notamment envers une capitale. Et 3, des capacités d'accompagnement et de formation des armées locales. Néguélé Bagayoko, comment vous réagissez à ce que vient de dire Thomas Gassillou? On a vu en fait que la France a suspendu temporairement ses opérations militaires avec les forces maliennes au Sahel, donc elle tente de faire pression sur le colonel Goïta. Est-ce que c'est une bonne stratégie, je dirais, de jouer à la fois d'un côté la menace et en même temps l'abandon? Alors, tout d'abord, pour répondre à votre question sur ma réaction par rapport aux propos de M. Gassillou, je trouve très intéressant de voir une évolution, effectivement, qui pointe la nécessité d'inscrire l'effort dans une approche politique, à ne pas confondre avec le développement qui a été évoqué ici. Et c'est bien là que se situe le problème, c'est que l'approche politique de la crise promue notamment par les acteurs maliens ne correspond pas aux objectifs qui sont poursuivis par la France, notamment en ce qui concerne la conduite de négociations avec certains groupes djihadistes. Ça, c'est une question fondamentale. Autre aspect plus opérationnel, on nous parle
en permanence de formation, moi je veux bien, mais quel était l'état de toutes ces armées sahéliennes en 2012 et qui les avait formées? Je pense qu'il y a des questions à se poser fondamentalement sur le type de formation, sur le type de doctrine qui gouverne ces interventions dans des conflits asymétriques. On voit bien que partout dans le monde, pas seulement depuis l'Afghanistan, depuis la guerre du Vietnam, les forces insurrectionnelles, qu'elles soient djihadistes ou non, sont victorieuses ou en tout cas parviennent à obtenir le départ des interventions coalisées internationales. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un échec, ces interventions? L'intervention française, ça ne fonctionne pas? Je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est un succès. En tout cas, si ce n'est pas un échec, en tout cas, il n'y a pas eu de résultat décisif susceptible d'inverser la situation sur le théâtre d'un point de vue stratégique. Mais ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que ça veut dire que la France, justement, doit se désengager? Alors militairement, je pense qu'aujourd'hui, la façon dont a réagi le président Macron, notamment à travers cette décision ferme de suspension des opérations conjointes et de la coopération, est peut-être un premier indice sur l'orientation qui va être poursuivie au cours des prochains mois. Vincent Hugeux, c'est une bonne orientation? Effectivement, que la France se désengage peu à peu, en tout cas militairement, avec justement cet engagement de former les autres. Les États doivent se prendre en main, mais on voit bien toutes les limites également. La France, via le dispositif Barkhane, peut au Sahel remporter des batailles, mais certes pas gagner la guerre, car cette guerre en l'état est ingagnable. Lorsque Emmanuel Macron, en 2017, à Ouagadougou précisément, Burkina Faso, dit « La France n'a plus de politique africaine ». Mais quel dommage! Le problème, c'est pas qu'elle en a plus, c'est qu'elle en a 2 ou 3. Donc, elle n'en a aucune. Comment voulez-vous être audible, être lisible, notamment par les sociétés civiles africaines, quand, d'un côté, vous sommez un colonel putschiste récidiviste, le putsch au carré de Bamako, de respecter des normes démocratiques alors qu'il a franchi les lignes rouges allègrement des 2 Rangers depuis des semaines, et en même temps, aller adouber au Tchad une succession dynastique et militaire, c'est illisible, c'est incompréhensible. Et si vous voulez, moi, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, quand on ergote sur la montée d'un hypothétique sentiment anti-français, largement manipulé par des acteurs... Bon, oui, parce qu'il existe, mais il est tellement instrumentalisé par une partie de l'intelligentsia locale, elle-même en lien avec des puissances étrangères qui ont envie de tailler des croupières et qui ont commencé de le faire en Centrafrique, au Mali et ailleurs, à commencer par la Russie, qu'on a tendance à fantasmer là-dessus. Moi, je sais par expérience, pour y être allé souvent, que plus vous éloignez de Bamako, moins le sentiment anti-français il est perceptible. Donc ne fantasmons pas là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins qu'au sein de ces populations, il y a un double constat. Les promesses sécuritaires n'ont pas été remplies et on bascule très souvent avec le relais des réseaux sociaux dont on sait qu'ils sont souvent les tombeaux de la raison et de la nuance, dans une lecture complotiste, paranoïaque, délirante, y compris parfois avec des chanteurs connus. Je pense à Salif Keïta, dont une vidéo mémorable m'a laissé, je dois clouer au sol par sa stupidité. Et donc, si vous voulez, après, vous avez là un terreau qui fait qu'on ne peut pas rester. Et d'ailleurs, tous les militaires vous le diront, c'est-à-dire qu'une armée, un contingent occidental de plus émanant de l'ancienne puissance coloniale, dès lors qu'il reste dans la durée, au-delà d'un objectif stratégique défini et accompli, est perçu, à tort ou à raison, comme une force d'occupation. Et la France est dans ce traquenard-là et ne parvient pas à en sortir. C'est donc un traquenard, Michel Goya. Est-ce que la France est piégée finalement au Sahel? Est-ce que le Sahel peut se passer totalement de la France? Oui, je pense. Comment dire, le premier élément, c'est que l'armée française reste la force de réaction rapide de l'Afrique et la seule véritable armée efficace de la région, globalement, ou capable d'intervenir fortement. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, je pense que, on va le dire clairement, que l'opération Barkhane était une erreur, ou plus exactement, ce qui était une erreur, c'était de rester sur place au milieu des problèmes après le succès de l'opération Serval. L'opération Serval, c'est une opération limitée avec un objectif précis de reconquérir les villes du nord du Mali, de détruire les bases djihadistes, ce qui a été fait. L'objectif a été atteint, c'était une victoire relative, enfin une victoire limitée, mais c'était une victoire. Et à ce moment-là, il aurait été sans doute
certains nombres de militaires le prônaient, de se retirer, quitte à revenir éventuellement plus tard, si on fait appel à nous, si la situation se dégrade. Or, nous avons décidé de rester. Or, en restant au milieu des problèmes, forcément, on arrivait à être piégé. Il y a un peu une règle non écrite pour tous ceux qui ont pratiqué des opérations extérieures, comme moi, c'est il ne faut pas que faut pas qu'une opération dure plus de 3 ans. Voilà, si on estime que les choses vont rester plus de 3 ans, il faut se retirer tout de suite. Se retirer tout de suite et quitte à revenir. C'est ce qu'on avait fait au Tchad à plusieurs reprises, où ça a plutôt bien fonctionné. Mais se placer plutôt en force d'intervention plutôt que rester sur place où on va devenir rapidement une force d'occupation soumise aux critiques qui peut rapidement aussi, au bout d'un moment, faire des bavures. On a un peu le cas avec le bombardement de Bounty au début de l'année, et puis finir par se mettre à dos, sans pour autant être capable de détruire un adversaire. On ne sera pas capable de détruire les organisations djihadistes. Tout ce qu'on peut faire, c'est exercer une pression sur elles. On peut revenir frapper des bases qui sont constituées, reprendre des villes qui ont été conquises, mais au-delà, l'effort est trop important, quoi. Oui. Et donc, je termine là-dessus, si on prend toutes les bases de cet engagement, je rappelle que l'axiome stratégique, c'est un peu de dire, voilà, si la région, les États de la région sont complètement déstabilisés, cela aura des implications sur notre sécurité. Bon, c'est un axiome que l'on peut par ailleurs tout à fait contester. Et à partir de là, on va s'installer en permanence et on va contenir l'ennemi, exercer une pression forte sur l'ennemi jusqu'à ce que, comme je disais tout à l'heure, les États locaux soient en mesure de prendre cette mission à leur compte. Mais en réalité, c'était un leurre. C'était un leurre dès le début. Et on s'est engagé dans quelque chose dont maintenant, nous avons du mal à sortir parce que nous sommes devenus un peu la clé de voûte de toute une sorte de mikado sécuritaire qui s'est organisé un petit peu autour de nous. Maintenant, voilà, cette opération, cet engagement au Sahel nous coûte des hommes, des soldats, 57 soldats qui sont tombés depuis le début, et ça nous coûte 1 milliard d'euros par an, quoi. Jamais la France n'a mené une opération aussi longue, en réalité, depuis que les premiers soldats ont commencé à tomber au combat. Donc là, on arrive véritablement en limite de notre effort. Et il faut effectivement penser très sérieusement à une réorganisation, en tout cas, de notre effort et de notre dispositif. Thomas Gassiou, vous pouvez réagir justement à ce que vient de dire Michel Goya. La France est clairement piégée au Sahel et comment justement sortir de cette situation? Oui, alors je partage ce qu'a dit Michel Goya et j'y reviendrai, mais je voudrais dire qu'en fait, effectivement, la force militaire, elle est une partie de la solution. Mais la force militaire sans option politique, c'est-à-dire dans une sorte de contre-insurrection, c'est-à-dire d'imposer par la force des options politiques, ça demande des effectifs beaucoup plus conséquents que ceux dont on dispose actuellement. Il faudrait plusieurs centaines de milliers de soldats plutôt que quelques milliers, à l'image de ce qui a été fait par exemple en Algérie par la France ou à l'image de ce qui a été fait par les Américains en Irak ou en Afghanistan. Mais c'était une erreur justement de la part de la France de rester trop longtemps, ce que vient de dire Oui, Michel c'était une Goya. erreur. En tout cas, voilà, on n'a pas les effectifs suffisants, il faut forcément des solutions politiques. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, on se place dans un contexte on est 20 ans après le 11 septembre 2001, où effectivement on doit s'interroger sur notre doctrine des opérations extérieures. Je partage ce qu'a dit Michel Goya, à savoir qu'il me semble qu'on devrait converger vers une nouvelle doctrine des opérations extérieures, avec des opérations peut-être plus courtes, qui visent à permettre, en cas de conflit, d'assurer une reconquête territoriale, de réinstaller les autorités locales, et ensuite, dans un délai court, elles doivent être en mesure de prendre la relève et de trouver des solutions politiques. Si elles ne sont pas en mesure de le faire, je pense qu'il est illusoire de rester et de croire que les choses vont s'arranger avec le temps. Dans ce cas-là, il faut être en mesure de partir, de dire qu'on n'a pas réussi, quitte à revenir. Voilà. En tout cas, on ne peut plus se permettre des grandes opérations contre-insurrectionnelles. Donc on peut s'attendre à une annonce d'Emmanuel Macron incessamment sous peu, disant on se retire. Alors, il y a un conseil de défense qui est prévu mercredi prochain, le 9 juin,
Plusieurs options sont sur la table. Le président de la République a déjà annoncé en début d'année sa volonté, me semble-t-il, de passer d'une grande opération, telle que je viens de la décrire, vers un partenariat régional de coopération en matière de sécurité. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, la question est davantage celle du timing et de la mise en œuvre que celle du fond et de l'option vers laquelle on va aboutir. Donc voilà, donc on aura sans doute des réponses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sur le planning que souhaite retenir le président de la République. Ndiagalé Bagayoko, comment justement ces pays peuvent-ils mieux se protéger contre cette menace terroriste ? Mais moi, il me semble que la menace terroriste, qui est majeure, doit être inscrite dans une réflexion beaucoup plus large, parce que les populations sont l'objet d'autres types de violences. Elles sont l'objet d'attaques de groupes armés non identifiés, elles sont l'objet d'attaques de la part de certaines unités des forces de défense et de sécurité, elles sont l'objet d'attaques de groupes d'autodéfense. Aujourd'hui, il y a une nécessité de repenser la doctrine, j'en suis absolument convaincue. Et je ne suis pas, en revanche, certaine que l'idée de réinstaller un État qui est perçu avant tout comme prédateur et non pas comme protecteur soit la solution. L'État sahélien, dans sa forme actuelle, qui, pour beaucoup de populations, apparaît non pas comme un facteur de protection et de sécurité, mais comme un facteur d'insécurité. De la même façon, cette idée de conquête des cœurs et des esprits qui est à la racine de toutes les approches contre-insurrectionnelles me semble totalement dépassée dans un contexte où précisément il s'agit de protéger des civils dont il ne convient pas de manipuler ni les sentiments ni le cerveau. Je pense qu'il y a vraiment fondamentalement pour les doctrines d'intervention occidentale qui inspirent en réalité toutes les formations qui sont dispensées une nécessité de repenser toutes les interventions. Ça veut dire intervenir militairement et ensuite se retirer, ce que disait Michel Goya, non, pas rester. Pas nécessairement. Je pense que la question se pose de manière beaucoup plus globale. On a cité l'intervention en Afghanistan, on peut citer d'autres guerres. Il y a aujourd'hui une incapacité de l'instrument militaire à triompher du type d'ennemi qu'il combat. Et c'est sans doute en réfléchissant davantage à la façon dont la force militaire doit être mise au service d'un objectif politique, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. L'objectif politique, c'est un objectif sécuritaire, c'est ce que vous voulez dire, pas vraiment politique. C'est un la sécurité, l'éradication du djihadisme, la neutralisation des terrorismes est devenue un objectif en soi. Et on ne voit pas dans quel projet politique s'inscrit ce type d'intervention, alors même que les ennemis que l'on combat, malheureusement, ont un vrai projet politique en termes éducatifs, en termes de mœurs, en termes sociaux, en termes politiques, en termes de forme de l'État. Et c'est à ça qu'on ne parvient pas à répondre en réalité aujourd'hui. Vincent, je mets la difficulté, n'est-ce pas, que justement on voit les limites de ces États eux-mêmes face à cette menace djihadiste. Donc il faut qu'ils réforment leur gouvernance, il faudrait que ce soit des démocraties, à vous écouter. Ça fait beaucoup face à une menace multiforme, protéiforme. Commençons par des exigences et des défis plus simples que celui-là. Quand vous cesserez d'envoyer au casse-pipe des petits soldats équipés de tromblons pendant que les officiers mènent grand train dans la capitale, déjà vous aurez avancé. Vous parlez de quelle capitale, là? Les trois? Bamako, Ouagadougou, pick your choice, enfin faites votre choix. Je veux dire que bon. Par ailleurs, j'ai eu une remarque tout à l'heure un peu abrupte et peut-être outrancière au sujet de la vidéo de Saïf Keïta. Je rappelle simplement que dans cette vidéo, il accusait, je le cite, les Français de massacrer des Maliens. Bon. Mais pour qu'un personnage aussi révéré dans un pays comme le Mali, que moi, personnellement, j'admire comme chanteur et comme musicien, en viennent à faire cette lecture-là et à la diffuser, c'est-à-dire que le mal est profond. Vous n'avez pas le droit à la moindre faute de quart. Et Michel Goya avait raison de faire allusion à l'affaire de Bounty. Vous avez quand même une enquête des Nations Unies, extrêmement méthodique, qui me paraît rigoureuse pour l'avoir lue, et un état-major en France qui continue d'être dans le déni. Non, il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de mariage, etc. Donc il y a un problème de transparence mais aussi. Oui, mais par rapport aux populations africaines, qui sont déjà dans le désarroi dans lequel les plonge l'impuissance à la fois de leurs armées, de leurs milices d'autodéfense et des forces étrangères, comment voulez-vous qu'évidemment elles ne prêtent pas le flanc à toute cette thématique délirante qui voudrait que la France ne serait là que pour piller des ressources fantasmées ou je ne sais quoi. Donc c'est là où la France doit aussi
y avoir un message univoque. Pourquoi je parlais tout à l'heure de ce qui m'apparaît comme la schizophrénie macronienne par rapport à l'Afrique? C'est que tout ça contribue justement à donner de l'audience à des propos qui sont au fond le reflet d'une immense frustration et d'un sentiment terrible d'impuissance. Impuissance donc de la France, si je comprends bien. Impuissance également de ces différents États. Michel Goya, comment on en sort en 2 minutes? Oula, c'est une bonne question, mais allez, pour citer simplement d'un point de vue militaire, il est possible de mener le combat effectivement autrement. De manière moins coûteuse, moins visible, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure. Hein. Donc là, je parle du point de vue français. Du point de vue local, et en restant dans le domaine militaire, en réalité, il y a une chose qui marche à peu près, qui fonctionne tout de suite, c'est lorsqu'on va fusionner, on accompagne des forces locales sur place. Et donc je rappelle que la finalité, ça a déjà été évoqué, c'est d'assurer la protection de la population. Ce qu'elle ne fait pas. En fusionnant avec elle, en les aidant, en les accompagnant, on arrive à peu près à cela. Dans un espace qui est éventuellement relativement limité, mais c'est déjà un début. Donc oui, il faut réorienter certainement notre effort dans ce sens. Maintenant, les problèmes restent toujours des problèmes profonds qui concernent les États eux-mêmes, leur fonctionnement, les sociétés elles-mêmes. Et cela nous échappe grandement. Donc la sagesse voudrait qu'on reste, nous Français, on reste un peu à distance, qu'on agisse en fonction de nos intérêts de sécurité ponctuellement, mais qu'on appuie éventuellement les choses qui vont dans le bon sens politiquement, localement, mais la solution sera forcément sur place, elle sera forcément sahélienne. Solution très compliquée à trouver en tout cas. Merci beaucoup Michel Goya d'avoir été avec nous. Merci à vous Thomas Gassillou, merci Niagale Bagayoko, merci Vincent Hugeux. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis et vous restez sur France 24 pour un nouveau journal.